Vous voyez ici la plaque qui a été apposée en 1994. Une plaque identique a été apposée sur la gare de Beaune-la-Rolande. C'est de là que sont partis les milliers de femmes, d'enfants et d'hommes juifs qui ont été internés dans le camp de Pithiviers, par vagues successives, comme l'histoire nous le montre. Et donc ça a été leur dernière étape avant, pour beaucoup, le camp d'Auschwitz, puisque 8 des convois de Pithiviers de Beaune-la-Rolande et 5 de Pithiviers sont partis directement de cette gare vers le camp d'Auschwitz. Alors là, nous allons passer sur le quai de la gare, où donc se sont embarqués ces milliers de personnes. Ici, sur la gare de Pithiviers, des trains sont partis d'ici, mais très vraisemblablement, certains sont partis de là-bas, très près du camp, puisque cette voie de chemin de fer, elle passe tout près du camp. Donc il est très probable que au moment où les convois se sont accélérés, en particulier fin juillet 42, début août, il est probable qu'on a embarqué les femmes et les enfants, en particulier de là-bas. Le camp s'étendait sur tout cet espace-là. Donc dans les photographies, on voit toujours la photographie du silo, qui est très présente, d'où on suppose d'ailleurs que certaines photographies ont été prises. Et puis vous voyez que le camp, au bord du camp, il y avait ces maisons, ici, qui étaient habitées par des employés de la sucrerie de Pithiviers, qui est tout près, et où d'ailleurs certains internés sont allés travailler pendant un moment. Et donc l'espace du camp allait un peu plus loin là-bas et faisait tout cet espace-là. Ici, la rue de l'Ancien Camp, comme elle a été baptisée en 1961, était donc à l'intérieur du camp. Enfin, elle n'existait pas évidemment, elle a été créée après, mais son espace était dans l'espace du camp. On voit la ligne de chemin de fer qu'on a vue tout à l'heure à la gare, donc qui est très proche du camp, et dont je disais tout à l'heure qu'on pense que certains convois sont partis ici. Il faut savoir que très vite, dès 1946, une plaque a été apposée, alors que le camp n'était pas encore démembré. C'est-à-dire que cette plaque qui était identique, il y a une plaque identique à Beaune-la-Rolande, et il faut remarquer ce qu'il y avait écrit dessus. De mémoire, ici furent internés par les occupants hitlériens des milliers de juifs, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur la responsabilité de Vichy, puisqu'on sait que les camps étaient gérés par Vichy, c'est les occupants hitlériens, et il n'y a pas mention non plus des enfants en particulier. Et puis, en 1965, ces deux monuments ont été érigés. Mais à l'époque, en effet, ce qui s'est passé, c'est que des noms ont été écrits à la demande de familles, mais bien sûr à la demande de familles. Et donc, comme il y a eu des familles entièrement exterminées, quand il n'y avait pas cette demande-là, il n'y avait pas le nom. Donc peu à peu, des noms ont été rajoutés. Vous voyez, il y a des noms en dessous, et en particulier des noms d'enfants, en effet. Puisque ce qu'on constate surtout, c'est que c'était plutôt des noms des premiers occupants, si je puis dire, du camp, à savoir les gens du billet vert, enfin ceux qui ont été arrêtés lors du billet vert. Alors on voit aussi différentes étapes. On voit cette urne-là qui a été rapportée par des associations, et qui contient des cendres d'Auschwitz, d'après ce qu'on nous a dit. Il y a cette plaque qui a été mise en 1992 et qui rappelle les enfants, qui rappelle ce qui s'est passé pour les enfants, qui a été apposée par le maire de l'époque, qui était Henri Berthier, qui était maire de Pithiviers. Ici, il y a une autre plaque qui a été apposée par l'Union des étudiants juifs de France, qui a fait un grand pèlerinage des lieux de mémoire en 1993. Voilà, alors peu à peu, et là je pense qu'il faut évoquer la mémoire
Zelman Brager, qui pendant toute sa vie s'est occupé, qui était de l'association des anciens déportés juifs de France, et qui toute sa vie s'est occupé de faire graver des noms sur ces plaques. Mais vous voyez qu'il n'y a plus de place, et donc il y a tout un projet qui est en train d'être travaillé, qui va aboutir bientôt, que figure en cet endroit, et en particulier ici, que figurent des stèles où les noms de tous les internés seront inscrits. Est-ce que les wagons, est-ce que les trains sont venus jusque-là? Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Il est plus vraisemblable que les trains partaient des voies de chemin de fer qui sont juste à côté du camp. En tout cas, des convois d'enfants. Les convois d'adultes des rafles du billet vert sont partis de la gare. Et en général, les internés étaient embarqués, si je puis dire, la veille. Ils passaient la nuit dans le wagon. C'est pour ça que certaines lettres sont datées de la veille. Parce qu'on a un certain nombre de... Il y a des familles qui nous ont confié des lettres qui sont devenues donc les dernières lettres des internés, puisque d'ici, ils ont été directement à Auschwitz. Il y a des correspondances, on en connaît quelques-unes, celle d'Isaac Schoenberg par exemple, qui est magnifique, de ce jeune artiste très amoureux à la fois de sa jeune fiancée Hannah, de la musique, enfin, et ce sont des lettres absolument superbes parce qu'elles sont à la fois des très belles lettres d'amour, mais aussi du point de vue de la vie du camp, nous renseignent évidemment comme aucun livre d'histoire ne peut nous renseigner. Il y a aussi la correspondance de Mordecai Rothgold, qui lui, alors c'est une correspondance avec des enfants, donc qui témoigne aussi de la vie des enfants qui sont restés à Paris, de l'angoisse aussi des familles qui se retrouvent toutes seules. Il n'y a plus le soutien de famille, il n'y a plus celui qui travaillait. Et donc elles sont dans très grandes difficultés. Puis il y a les persécutions qui s'accumulent pratiquement jour après jour. Et puis il y a la correspondance aussi d'Apfelbrunn qui est elle aussi encore tout à fait différente. Chacune témoigne de façon très précieuse de ce qu'a été la vie dans les camps. Et ça... encore une fois, aucun livre d'histoire ne peut nous le dire. C'est ici quand même que s'est déroulé, comme le dit Klarsfeld, le paroxysme de la solution finale en France. Les 4400 gamins qui ont été internés dans ces conditions, séparés de leur mère, cruellement déportés. Vraiment, c'est l'épisode le plus sombre. La gare est là-bas. Et la proximité de ces rails avec le camp, évidemment, c'est terrible. Et moi, ce qui me frappe, c'est la première phrase du statut des Juifs du 3 octobre 40, qui dit « est désigné comme juif ». Ce geste de désignation, on en connaît bien maintenant les conséquences qu'il a pu avoir. Enfin, le statut des Juifs, qui je rappelle, était de l'initiative de Vichy, qui a même été durci de la main de Pétain, ça on l'a vu récemment. Bon, est-ce que dès qu'on désigne comme ça une population, en la rendant évidemment responsable de tous les maux de la société dans laquelle on est, en la stigmatisant, on risque de s'engager dans un processus dont on a vu là qu'il pouvait être mortel et qui de toute façon, dont on ne peut pas mesurer les effets. Enfin, et là, je crois que c'est... En plus, ici, Pithiviers, enfin, c'est vraiment au cœur de la... C'est pas là-bas, en Pologne, c'est dans notre humanité, c'est dans notre quotidien, c'est nos voisins, c'est les gendarmes, les femmes qui ont été recrutées, les fameuses fouilleuses, tous les auxiliaires, tous ceux qui ont vu ces camps. Bon. Personne ne jette la pierre à personne, mais
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Enfin, c'est quand même une question lancinante. Au cœur du XXe siècle, voilà ce qui s'est produit. Il faut, je ne sais pas si on peut comprendre, en tout cas il faut essayer de comprendre voilà, comment on en est venu là. Le statut des juifs français durcit en effet même la définition allemande du juif. Et encore une fois, c'est de la propre initiative de Vichy, qui est une espèce de course entre les Allemands et les Français, y compris dans les mesures anti-juives qui se succèdent, et dont ont été victimes tous ces milliers de personnes qui ont été internées ici. Alors évidemment, et ce qui est très frappant aussi quand on voit justement, quand on étudie l'histoire, c'est qu'il n'y a pas un déroulement inéluctable. À chaque fois, on voit bien qu'il y a eu des décisions, soit collectives, décisions d'État, soit individuelles parfois pour la vie de chacun, qui auraient pu être différentes. Enfin, on le voit particulièrement, là on a parlé beaucoup des journées de juin 40, on voit à quel point certaines décisions étaient absolument déterminantes pour l'avenir. Et on se dit, alors c'est même maintenant quelque chose qu'on fait beaucoup, qu'est-ce qui serait passé si cette décision de cet homme-là, à cette heure-là, avait été différente? Les historiens disent les choses auraient été en tout cas tout à fait différentes. Donc ça nous fait mesurer le poids de responsabilité qu'ont d'abord les responsables politiques, et puis les individus, chaque individu, parce que, encore une fois, il y a des individus qui ont fait un choix à un certain moment, par exemple, de cacher un enfant. Ils ont sauvé une vie. Tout le monde ne l'a pas fait, mais il y en a qui l'ont fait. Et ça, il faut toujours le rappeler. Ça, c'est les chiffres que rappelle Klarsfeld, sur les plus de 300 000 juifs vivant en France en 1939. Un quart a été déporté, dont plus de 11 000 enfants. Et Vichy s'en est rendu complice. Mais les 3/4 ont été sauvés. Et là, c'est souvent la population qui a permis ces sauvetages, en particulier d'enfants cachés. Donc tout ça, c'est pour nous des questions extraordinairement actuelles, je crois, et dont il faut comprendre. Alors, c'est au-delà du plus jamais ça des discours officiels. On peut répéter plus jamais ça, et voilà, il y a cette réflexion-là indispensable.